Ils étaient 4000. Étudiants, lycéens, militaires de carrière, curés, gendarmes. Dès 1942, ils avaient fait du Vercors, ce massif montagneux situé sur les hauteurs de Grenoble, un refuge de résistants et un haut lieu de lutte contre l'occupant nazi. On savait qu'on était engagé dans une période historique. Le Vercors, grâce à ses hommes, avait même, en pleine occupation, rétabli la République, fondé une île de liberté. Il y avait la zone occupée, la zone libre et le Vercors. On n'est pas là seulement pour tuer du Boche, on est là pour refaire la France. Le drapeau de la France y flottait librement, jusqu'à ce que le commandement allemand décide de faire du Vercors un exemple. Placé où il est, le Vercors peut menacer leur ligne de communication et donc il va devenir une cible prioritaire. Le 21 juillet 1944, les troupes allemandes lancent une vaste opération militaire. C'est une nouveauté absolue en France. Un groupe d'assaut allemand arrivant en planeur avec à bord des parachutistes qui doivent atterrir à Vassieux, au cœur du maquis. Leur objectif, anéantir le maquis, traumatiser, violenter la population, puis raser, brûler toutes les fermes, afin d'empêcher le maquis de renaître de ses cendres. Dans l'esprit du national-socialisme, les maquisards font partie de sous-hommes devant être exterminés, n'ayant aucun droit. Maquisards, civils, femmes, enfants, même les bêtes seront les victimes d'un déferlement de violence. Les Allemands vont choisir au Vercors l'anéantissement par la barbarie. Vassieux, La Chapelle en Vercors, Valchevrières. Des villages martyrs qui portent encore aujourd'hui les stigmates de cette épopée tragique du Vercors. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Situé sur les hauteurs de Grenoble, le Vercors se trouve après l'armistice de juin 1940 en zone libre. Un massif montagneux de 60 km de long sur 40 de large. Peu de routes, peu d'habitations, peu de soldats allemands. L'histoire du maquis du Vercors commence fin 1942, au moment où les Français, après 3 ans d'occupation, reprennent espoir. La capitulation de l'Allemagne nazie apparaît pour la première fois plausible, après ses défaites en Afrique du Nord et devant Stalingrad. Vous avez une bascule française qui accompagne la bascule générale de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'occupation de la zone libre à partir du 11 novembre 1942, où Vichy perd, je dirais, les éléments centraux de sa légitimité. C'était un État préservé de l'occupation. Il y a l'occupant, il y avait une armée de l'armistice, elle n'existe plus. Il y avait une flotte, elle se saborde. Il y avait un empire, il va basculer du côté de la dissidence après quelques mois de confusion. Donc globalement, la légitimité du régime de Vichy, ce qui lui restait de prestige, s'effondre de façon irréversible. L'Allemagne affronte ses premiers revers. Ses pertes sur le front russe sont colossales et elle a besoin de main-d'œuvre. Elle va imposer au régime de Vichy une grande campagne de recrutement. Tous les jeunes hommes en âge de travailler doivent partir en Allemagne. J'avais 21 ans. Lorsque j'ai reçu du gouvernement de Vichy un papier me disant que j'étais réquisitionné pour le service du travail obligatoire, le STO. J'ai donc décidé là de ne pas partir et de ne pas me soumettre. Donc ça voulait dire entrer dans la clandestinité. Alors c'est sûr que c'était plus facile à dire qu'à faire parce que rentrer dans la clandestinité, ça voulait dire sauter un peu dans l'inconnu. Pour échapper au STO, beaucoup cherchent des filières conduisant au maquis. L'une des plus connues dans la région de Grenoble est organisée par les francs-tireurs. Elle a des relais parmi les prêtres, comme l'abbé Pierre, curé de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble. C'est comme si vous voyez un enfant qui va être écrasé par une voiture, ben il faut le rattraper. C'était un peu ça. De Nonancourt, petit Louis. Il est un des tout premiers venus me trouver. Et au confessionnal, il me dit, j'ai pas de péché à vous dire, mais je viens vous demander par où faut-il passer pour monter au maquis. Si le Vercors attire des réfractaires,
C'est parce que ces montagnes et ces forêts constituent pour eux des abris rêvés. Beaucoup de jeunes sont de la région, mais certains viennent de très loin, comme Georges Carpentier, le Benjamin du Maquis, originaire de Louviers en Normandie. La filière nous avait dit, bon, vous allez à Mins, à la gendarmerie de Mins, vous vous adressez aux gendarmes et vous leur dites, on vient de la part de Charles. La part de Charles, pour nous, ça voulait rien dire, mais vraiment rien dire. On pensait même pas à Charles de Gaulle. J'arrive à la gendarmerie, je tombe sur un brave gendarme qui me dit qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, je viens de la part de Charles. Il dit, de Charles qui? De Charles quoi? Il n'y a pas de Charles ici. Je dis, je sais pas. Je viens de la part de Charles, moi c'est tout. Il paraît que c'est vous qui donnez la suite. Je dis, montez au maquis. Je lui dis, ça a l'air, oui, c'est un truc comme ça. Les jeunes maquisards sont orientés vers une dizaine de camps. Georges Carpentier se présente au camp numéro 6, situé au col de la Chaux sur les hauteurs de Vassieux-en-Vercors. Puis on m'a présenté au chef du camp qui m'a dit je veux pas savoir comment tu t'appelles, je veux simplement savoir quel âge tu as. Quand je lui ai dit j'ai 15 ans et quelque chose là, il m'a dit demi-tour, tu rentres chez toi. Et je lui ai dit mais j'habite en Normandie moi. Comment je fais pour rentrer chez moi? J'ai pas de papier, j'ai plus d'argent, j'ai rien du tout. Je dis je peux pas. Eh bien, il m'a dit bon écoute, tu restes, mais alors t'as pas 15 ans. Hein. T'en as au moins 16. Hein. Te voilà maquisard, te voilà apprenti cadavre, m'a-t-il dit. Durant les 6 premiers mois de l'année 1943, près de 400 réfractaires rejoignent ces camps. Au bout de 2 jours de marche, je suis arrivé dans un endroit où était implanté le camp, avec ma première impression, je le dis en passant, c'était une mauvaise impression parce que je m'étais imaginé dans ma naïveté que le camp était installé dans une ferme abandonnée, quoi, hein. Donc qui avait un certain confort. Et en fait non, c'était une bergerie abandonnée depuis longtemps, tout en longueur comme on trouve dans les alpages, étroite, sombre et tout. Il y aura 20 camps au total, faits d'hébergements de fortune. Ils ne seront qu'une trentaine d'hommes par camp qu'il faudra nourrir, habiller, ravitailler. En règle générale, tous ces camps sont situés à peu près de la même façon, c'est-à-dire à mi-distance entre la haute montagne, même si le Vercors n'est pas très haute altitude, et les villages. C'est-à-dire trop près des villages, c'est dangereux. Trop loin des villages, le fil nourricier qui doit relier les maquis à la population est rompu. Donc on se situe toujours dans une moyenne montagne humanisée et jamais en haute montagne. Les Allemands, qui n'ont aucune garnison dans le Vercors, ne vont pas tarder à être informés de la création de ce nouveau maquis. En particulier à l'état-major de la 157e division de réserve, basée à Grenoble, et commandée par le général Karl Pflaum. Les Allemands sont très vite bien informés sur les effectifs qui composent le maquis. Ils ont un très bon service de renseignement. Beaucoup d'informations remontent aussi grâce aux interrogatoires faits sur des prisonniers, et même en payant des informateurs. Mais les troupes allemandes décident de ne pas intervenir militairement, car ces camps très rudimentaires ne menacent pas pour l'instant leur sécurité. Ce qui va changer la donne, c'est un plan très ambitieux concocté dans cette maison de Sassenage, à 2 pas de Grenoble, et qui vise à faire du Vercors un haut lieu de la résistance. C'est un projet qui est initié par un homme qui est Pierre Dalloz, qui est un architecte parisien, qui fréquente la haute montagne depuis des années, qui est un excellent alpiniste, et qui, dans une conversation avec son ami, un autre écrivain parisien, Jean Prévost, dans la maison Dalloz aux côtes de Sassenage, a l'idée, donc entre décembre 1942 et janvier 1943, que le Vercors pourrait jouer un rôle stratégique. Si le Vercors peut d'après eux jouer un rôle stratégique, c'est parce qu'ils ont la conviction que les Alliés, qui ont depuis novembre 1942 repris pied en Afrique du Nord, s'apprêtent avec leurs troupes à débarquer dans le sud de la France. Dalloz a dit pourquoi ne pas utiliser le plateau du Vercors, derrière ces falaises, pour, en liaison avec un débarquement allié en Provence, accueillir des parachutistes alliés
et attaquer les communications allemandes sur la vallée du Rhône, sur la route des Grandes Alpes et sur les routes qui mènent en Italie. Tout est là. Les auteurs du projet vont ensuite tout faire pour transmettre leur plan aux responsables de la résistance locale, puis nationale. Il est transmis à Yves Farge, qui est un résistant journaliste au Progrès de Lyon. Par Farge, le projet va arriver dans les mains du général de Lestrin, auquel de Gaulle a confié l'organisation de l'armée secrète. Se rendent dans un bureau vide. Pierre Dalloz expose son plan. Il a des cartes, il a des photos. Le général de Lestrin est enthousiasmé par ce projet et il leur dit quelque chose de très important. Il leur dit « Ce projet doit rester à un plan national et militaire ». Et c'est à ce moment-là qu'il ajoute « On l'appellera plan montagnard ». Et par de Lestrin, il va être porté à Londres où de Gaulle va donner le feu vert. Et bien sûr, les Britanniques sont au courant, on le sait aujourd'hui, puisque rien n'échappe au regard des Britanniques, au contrôle des Britanniques, à l'aide des Britanniques, sans laquelle rien sans doute n'aurait pu être fait. Winston Churchill, en personne, s'intéresse à ce plan montagnard. Car le Vercors peut devenir une base avancée, utile à son plan de reconquête de l'Europe. Churchill ne voulait pas de débarquement en Normandie. Ce qu'il voulait, c'était percer par les cols italiens vers la Savoie et utiliser la route qui longe Genève. Et dans cette stratégie, la position du Vercors était cruciale. Mais Churchill n'est pas le seul à avoir mesuré la place stratégique du Vercors. Les Allemands, qui savent un débarquement imminent, commencent à surveiller de plus en plus près cette région qui peut menacer leur voie de communication. D'abord, le Vercors se trouve juste au-dessus de Grenoble, une ville très importante, où les Allemands ne veulent surtout pas voir descendre les résistants. Ce serait très dangereux pour eux, car ils y ont beaucoup de garnisons. Deuxièmement, au pied du Vercors passent toutes les grandes voies de communication vers l'Italie. Et troisièmement, la vallée du Rhône, qui n'est pas loin non plus du Vercors, est le principal accès vers le sud de la France. 2 semaines seulement après son arrivée à Londres, le général Delestraint envoie au Vercors un message codé. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. À ce moment-là, ils font passer dans les messages personnels. Les montagnards doivent continuer à graver les cimes. Message qui indique à Pierre Dalloz et à ses compagnons de résistance que le projet a été accepté et qu'il faut foncer. Le plan montagnard validé, Dalloz et Prévost vont aller chercher l'appui de militaires de carrière pour mettre ce qu'ils ont conçu sur le papier à exécution. Dès cet instant, le maquis se militarise. Fantassins, chasseurs alpins, les soldats de métier prennent le commandement des camps de réfractaires, comme le C3 d'Autran où se trouve Marc Serratrice. À 7 h du matin, c'était tout le monde debout là-dedans. Après, on avait ce qu'on appelait une demi-heure de décrassage. C'était un peu de la... certaines gymnastiques, footing. Après quoi, donc, on partait au corvée qui durait toute la matinée. C'était aller chercher l'eau quand même à une demi-heure, donc 1 heure aller-retour à une source. C'était aller chercher le ravitaillement à l'orée d'Autran, ça voulait dire la demi-journée de marche. Les maquisards doivent pouvoir vivre en autosuffisance, d'où les heures réservées aux corvées de ravitaillement, ce qui ne laisse que peu de temps pour l'entraînement militaire. La malchance pour les armes, c'est qu'il n'y en avait pas. Alors, on faisait du maniement d'armes, je dirais, un petit peu à tour de rôle, du 1-2, on apprenait à marcher au pas, on faisait des corvées, enfin bon, c'était supportable, très supportable, d'autant plus qu'il commençait à faire beau en montagne, c'était très bien. L'instruction militaire est très limitée, car Londres va attendre novembre 1943, soit 10 mois après la validation du plan, pour envoyer un premier parachutage, avec enfin quelques armes. Dans les containers, il y avait les mitraillettes Sten, ça correspond au pistolet mitrailleur de maintenant. Il y avait les armes de poing, c'était des pistolets Colt américains, des grenades à fragmentation. De l'armement anti-char, des mines, des explosifs, je précise bien des armes légères, jamais des armes lourdes. Churchill ne voulait pas armer la résistance d'un arme lourde pour plusieurs raisons. La première, il dit qu'ils sont faits pour la guérilla, ça ne sert à rien d'avoir des mortiers lourds.
Il y a une deuxième raison un peu cachée, c'est qu'il ne voulait pas que certaines parties de la résistance prennent le pouvoir en France à la Libération. L'une des particularités du Vercors, c'est la volonté du commandement, dès le départ, d'éveiller les consciences politiques et patriotiques des maquisards. On a eu la visite 2 fois de ce qu'on appelait l'équipe volante. Alors l'équipe volante, parce que c'était une équipe qui allait de camp en camp pour prêcher la bonne parole et renforcer le moral. On lit des extraits de romans à caractère patriotique, Erckmann et Chatrian, ou qui exaltent la lutte clandestine. Les Chouans de Balzac, paraît-il, sont lus dans des veillées. Et le but politique de ces veillées, c'était de dire on est là, on n'est pas là seulement pour tuer du boche, on est là pour refaire la France, et la France politique et sociale après. Cette ambition de relever la France a permis aux volontaires de souder les rangs et de surpasser leurs différences. Car se côtoyaient au Vercors des gens d'origine, de convictions politiques et religieuses très opposées. Si la société actuelle, qui est hétéroclite, on va dire, s'entendait aussi bien que les gens qui étaient dans le maquis, qui étaient aussi une constitution tout à fait hétéroclite, ce serait le paradis sur terre. Malgré leur entente, les maquisards, en cette fin 1943, doivent se résigner à une chose. Le débarquement tant attendu ne semble plus imminent. Il leur faudra donc passer encore tout un hiver dans le froid rigoureux des montagnes. Début 1944. Après 4 années de guerre, les Alliés revoient leur plan de reconquête de l'Europe. Changement radical. Le Vercors n'apparaît, dans les états-majors, plus comme une zone stratégique prioritaire. À Londres, réunion importante le 22 mars entre Eisenhower et Churchill, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de matériel de débarquement, ce qui fait qu'ils décident à ce moment-là que le débarquement nord et le débarquement sud n'auront pas lieu simultanément, et en plus de ça, si tant est que le débarquement sud ait lieu. Évidemment, il n'en est rien dit aux Français, c'est une décision qui est gardée à un niveau élevé, et s'il n'y a pas de débarquement sud, il n'y a pas de Vercors. Ce changement stratégique s'accompagne pour le Vercors d'un désastre. Le général de Lestrin et Jean Moulin sont arrêtés, et ce qui est important à ce moment-là pour le Vercors, c'est qu'ils étaient les liens directs avec le général de Gaulle pour le Vercors. Et ce lien disparaît. Ce lien disparaît et les responsables du Vercors ne s'en rendent pas compte. À Saint-Martin, en Vercors, l'état-major s'inquiète. 1 an après la validation du plan Montagnard, qui doit faire du Vercors une base avancée de la résistance en cas de débarquement en Provence, plus aucun signe ni de la France libre, ni des Alliés. Les dirigeants se rendent compte qu'ils n'ont toujours rien, aucune instruction qui leur vient du plus haut. Ils commencent à se demander, est-ce qu'on pense à nous, est-ce qu'on nous a oubliés, est-ce qu'on joue un rôle, est-ce qu'on n'en joue pas. Ils décident donc à ce moment-là d'envoyer quelqu'un à Alger. Alger, c'est désormais la capitale de la France libre. Et c'est Eugène Chavant, le chef civil du Vercors, qui s'y rend le 24 mai 1944. Il va y rencontrer les plus proches collaborateurs du général de Gaulle qui vont lui promettre monts et merveilles. Chavant est allé au bureau central de renseignement et d'action d'Alger, qui était vraiment la cheville ouvrière de tous les appuis de la résistance en France. Et là, le colonel Constant s'est peut-être un peu avancé en disant à Chavant, allez, ok, on va vous envoyer 2700 parachutistes. Sauf que Constant n'avait pas les parachutistes et ne pouvait pas les envoyer sans l'appui des Alliés, lesquels Alliés avaient d'autres chats à fouetter à l'époque. Après cette première entrevue, Eugène Chavant rencontre le chef des services secrets de la résistance, Jacques Soustelle. Jacques Soustelle, avant leur départ, leur remet 2,5 millions de francs, mais également il leur remet ce qu'ils appellent une décision. C'est une décision qui est en fait c'est un ordre d'exécution du plan Montagnard. Donc il a entre les mains un ordre venant du haut commandement.
C'est avec ces promesses pleines d'espoir et un ordre d'exécution du plan Montagnard, signé par Jacques Soustelle au nom du général de Gaulle, qu'Eugène Chavant revient au Vercors, triomphant. Je pense qu'il revient sur place, il remotive les gens, mais entre-temps, il arrive au moment même où le débarquement en Normandie vient de se produire et est connu. Et donc le débarquement en Normandie, c'est un électrochoc. C'était vraiment le tam-tam, hein. Le débarquement du 6 juin avait eu lieu le matin, enfin au lever du jour. À midi, nous, dans notre montagne, on était déjà au courant. C'était des cris de joie et tout, puisque pour nous, ce pour quoi on était là depuis un an et demi commençait, puis surtout, c'était la bataille de France qui commençait. L'enthousiasme de cette nouvelle se propage aussi dans les vallées alentours. Tous les réseaux de résistance sont en ébullition. Au PC, François Huette, le chef militaire du Vercors, décrète la mobilisation générale. Des milliers de jeunes vont monter au maquis. Toutes les équipes qui avaient été formées, de résistants qui avaient été formées pendant les week-ends, commencent à monter sur le Vercors. D'autres jeunes, d'autres personnes également montent sur le Vercors parce qu'ils veulent aider, ils veulent contribuer. Et très rapidement, on aura plus de 3000 personnes sur le Vercors. Il y a eu un entraînement assez curieux, c'est qu'il y a le copain qui dit au copain « on monte au Vercors », il monte au Vercors. Donc il y a des gens qui sont montés en souliers bas avec la petite valise. Ça a été un peu folklorique. Et tout ça, il a fallu les accueillir, les organiser, les affecter, les armer. On avait même fait un centre d'instruction de 8 jours accéléré pour justement militariser ces jeunes. Parmi ces nouvelles recrues, l'historien et ancien animateur de télévision Marc Ferraud, originaire de Grenoble. Il reçoit cette instruction très accélérée. On m'a fait marcher au pas, saluer, gauche-droite, droite-gauche. Au bout d'un jour ou deux, ça faisait quand même beaucoup, hein. J'avais l'impression que c'était pas très efficace. J'avais pas d'armes. La montée au maquis, souvent par les routes, avec peu de discrétion de milliers d'hommes, inquiète l'état-major du Vercors, mais aussi les chefs de la France libre qui ont été informés. Le 10 juin de Londres, le général Koenig, qui coordonne les actions de la résistance, demande même de freiner au maximum cet afflux. Koenig va donner très tôt d'ailleurs des consignes de prudence, de démobilisation. Le problème, c'est quand vous avez fait monter plusieurs milliers de personnes, et que d'ailleurs sur ces plusieurs milliers, beaucoup sont montés spontanément, il est très difficile de les faire redescendre. Et le fait que ces gens soient rentrés grand nombre, évidemment, va attirer l'attention des Allemands, qui vont commencer à se dire que, placé où il est, le Vercors peut menacer leur ligne de communication, et donc il va devenir une cible prioritaire. À peine une semaine après le débarquement, le commandement allemand de la zone sud, dirigé par le général Niehoff, décide de lancer une attaque contre le Vercors. Il veut à la fois tester le dispositif du maquis, mais surtout déloger les maquisards des points les plus proches de Grenoble, où sont stationnées les troupes allemandes. Il lance une première opération le 13 juin contre Saint-Nizier, qui est un semi-échec pour eux, c'est-à-dire qu'ils testent le terrain, ils se rendent compte qu'il y a une résistance beaucoup plus dure qu'ils ne laissent compter. Donc ils font demi-tour, ils reviennent 2 jours après le 15 juin avec des effectifs beaucoup plus importants et des moyens plus importants. Le 14 juin, la compagnie de Marc Serratrice reçoit l'ordre de venir renforcer Saint-Nizier. Donc nous, pendant la nuit, on est arrivés. Et j'avoue, on avait un petit quelque chose, hein, parce qu'on avait entendu on entendait les gorges la bataille, là sur Saint-Nizier, et on se dit, cette fournière, hein. Alors ça va plus être du plaisir, hein. Sur le coup de 5 heures du matin, que les Allemands ont lancé l'attaque, et ils nous ont attaqués sur tous les 3 kilomètres, hein, avec tirs de mortier, mitrailleuses, etc. À 10 heures du matin, on a reçu l'ordre de nous replier en combattant parce que les Allemands avaient réussi à perforer notre défense au centre, à déborder et le commandant ne voulait surtout pas que le gros de ses troupes soit encerclé, quoi. En perdant Saint-Nizier, le maquis perd aussi les accès à Grenoble, Villard-de-Lans et la plaine de Lens. Les maquisards reculent sur une deuxième ligne de défense, mais gardent le contrôle de toute la zone sud.
C'est pourtant après cette défaite que le Vercors va connaître une parenthèse de liberté inédite. 15 jours après Saint-Nizier, le 3 juillet 1944, devant le PC de Saint-Martin en Vercors, une prise d'armes inaugure pour le Vercors une nouvelle ère. Eh bien, on proclame le renouveau de la République française dans le Vercors, ce qui veut dire, 1, qu'on pavoise de tricolore, 2, que l'on abolit les lois et les règlements de Vichy, et 3, que l'on reconnaît comme seule autorité le gouvernement présidé par le général de Gaulle et qui est localisé à Alger. Il y avait en France 3 zones. Il y avait la zone occupée, la zone libre et le Vercors. Je veux dire que c'était pas la fête, mais il y avait des drapeaux bleu, blanc, rouge, il y avait des affiches de la République, les gens se baladaient, enfin, c'était vraiment une autre vie. Et c'était marqué République française. Ça a été vraiment une île de liberté au milieu de la zone occupée. Un vent d'euphorie souffle sur le massif, renforcé par le parachutage de quelques unités alliées, dont le commando américain baptisé O.J. Justin, venu entre autres initier les Français au maniement d'une arme révolutionnaire, le bazooka. On a eu des commandos alliés de 15 ou 20 instructeurs qui ont été parachutés. Commandos américains, anglais, français. Donc on se disait, s'ils font ça, c'est que le gros va arriver derrière. Alors au début, on était assez optimistes. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, au bout de 15 jours, toujours pas de nouvelles, et du débarquement dans le midi de la France, et de commandos venus nous renforcer. Donc nos chefs commençaient à se dire, ça doit mal tourner. L'affaire du Vercors est en train de mal tourner. Hein. Une inquiétude confirmée quelques heures plus tard au PC de Saint-Martin, où Marc Ferraud a été affecté. J'entends une gueulante, les salauds, ils nous lâchent, c'est scandaleux, inadmissible. Oh, j'ouvre la porte, j'entends. Oui, De Gaulle nous a abandonnés, ordure, enfin bref, toute une série de jurons. Et j'apprends donc par un des lieutenants qu'ils attendaient l'annonce d'un débarquement dans le Midi et qu'il était reporté. Et voilà que le lendemain matin, 14, contre toute prévision, une nuée de parachutes s'abat sur la vallée. C'est-à-dire que après qu'on ait su qu'il n'y aurait pas de débarquement, ordre contre ordre, j'en sais rien, ils envoyaient quand même les parachutes et tout, ce qui a alerté les Allemands. Un mois, jour pour jour après Saint-Nizier, le général Heinrich Niehoff se décide à lancer sa grande offensive contre le Vercors, l'opération Bettina. Mettons-nous un peu dans la peau du général Niehoff. Il a vu le débarquement de Normandie, Cherbourg était quasiment pris. En Italie, les Allemands, de ligne de défense en ligne de défense, perdent des pieds. Donc cet homme-là a eu une préoccupation majeure, c'est sauvegarder ses voies de communication. Il y a la vallée du Rhône et de la route des Grandes Alpes et des routes qui permettent d'aller vers l'Italie du Nord. Le plan allemand dans le Vercors ressemble beaucoup à celui adopté quelques mois plus tôt contre le maquis des Glières. D'abord, le plateau est encerclé. Et en même temps, 4 groupes d'assaut vont entrer en action. 2 groupes, composés par des chasseurs alpins, attaquent à l'est, par des points hauts. Ensuite, une colonne de la 9e division Panzer arrive elle par le sud, en passant par Die. Et nouveauté absolue en France, un groupe d'assaut arrivant en planeur avec à bord des parachutistes qui doivent atterrir à Vassieux, au cœur du maquis. Objectif prioritaire du plan, s'emparer de Vassieux en Vercors, où les Allemands ont repéré la construction d'un important terrain d'aviation. Les ordres ont été finalement d'anéantir ce lieu qui, pour les Allemands, est le poste de commandement du maquis. Maintenant, on sait que c'est une erreur de renseignement. Le maquis du Vercors avait son commandement plutôt sur Saint-Martin en Vercors et Vassieux était principalement le lieu des préparatifs pour l'atterrissage des éventuels parachutistes, mais des parachutistes alliés ou des avions alliés. Pour détruire cet objectif, l'état-major allemand crée une unité parachutiste spéciale, le KG-200. Ce groupe d'assaut est constitué de soldats sans état d'âme, recrutés sur le front de l'Est, souvent parmi des unités disciplinaires.
Le commandement est confié à l'un des officiers les plus valeureux du Reich, l'Oberleutnant Friedrich Schäfer. Le groupe finalement qui a été dirigé par Schäfer, par ce jeune chef parachutiste de 25 ans, est effectivement un groupe qui a été fait sur mesure. On va prioriser un esprit d'attaquant, de combativité, d'esprit impitoyable, comme les directives nazies le prescrivent. Donc une unité quand même très sélectionnée et extrêmement brutale dans ses comportements. Quelques jours avant le début de l'opération, le commando de la Luftwaffe rejoint dans le plus grand secret l'aérodrome de Bron, à côté de Lyon, pour y recevoir les dernières instructions. Elles sont données par le fameux Werner Knabe, chef du SIPO-SD, l'unité spéciale de la Gestapo qui a déjà sévi avec rage 4 mois plus tôt contre le maquis des Glières. Les membres de cette unité de la Gestapo, qu'on appelait le SIPO-SD, ont souvent combattu sur le front de l'Est. Beaucoup se sont livrés à des exécutions de masse contre des juifs ou des civils. Knabe, par exemple, a appartenu à l'Einsatzgruppe C, qui a été responsable à Kiev d'exactions contre des maquisards, des civils et des juifs. Les consignes de Knabe, qui va s'envoler avec eux vers Vassieux, sont sans équivoque. Il faut anéantir le maquis et se livrer à des représailles contre la population qui, dans le Vercors, soutient très majoritairement la résistance. À 7h30, le 21 juillet, l'unité KG 200 décolle de l'aérodrome de Bron. 22 planeurs tractés par des bombardiers. 9 hommes par aéronef. Ils prennent la direction du sud de la vallée du Rhône, puis remontent vers Die. Vers 8h20, les planeurs sont détachés pour foncer vers leur objectif, Vassieux. Posté sur les hauteurs sud de Vassieux, Georges Carpentier assiste à la scène. On a certainement été les premiers à voir les avions et les planeurs, mais on n'avait même pas de tam-tam pour prévenir les copains que le danger était là. Paul Wolfram, 21 ans à l'époque, était lui à Vassieux. À 8h30, il discutait avec le capitaine Tournissa, un aviateur. Brusquement, on voit des avions qui arrivent, tirant des planeurs. Alors on s'est dit, tiens, ça y est, c'est les fameux parachutistes américains qui étaient annoncés qui arrivent. Tournissa a dit, c'est pas des Américains, c'est des Allemands. Ah! Bon, alors ça changeait tout. Je cours à l'autre bout du village. Bon, je ramasse mon fusil, je ressors, et je me trouve presque nez à nez avec un planeur allemand. Il y avait un gars qui en sortait. Là, c'est vraiment la chance du débutant. Je sais même pas si j'ai eu le temps d'épauler. Je tire, pan, il tombe. Je tire dans le planeur tant que je peux. Hein. Bon, ça a dû certainement faire des dégâts parce que les gars, ils étaient assis les uns derrière les autres dans le planeur. Bon, une dizaine de cartouches probablement. Mon cousin avait mis son fusil mitrailleur en batterie. Il vide un chargeur sur le planeur. Plus personne n'en est sorti. Près de 200 parachutistes investissent Vassieux. Leur puissance de feu est bien supérieure à celle des maquisards. Ils disposent de mitrailleuses lourdes et d'armes ultramodernes, comme ces fusils d'assaut ancêtres des Kalachnikov. Du ciel, des bombardiers allemands lancent des bombes au phosphore qui embrasent le village. Les Allemands progressent relativement vite, ils rentrent dans Vassieux, ils sont très bien préparés à ce genre de combat. Et très vite, le manque de communication, la rapidité incroyable de l'opération aéroportée fait que les résistants, malgré tout le courage et l'héroïsme qu'ils peuvent manifester, vont être effectivement cloués sur place et totalement débordés. Les Allemands tirent sur tout ce qui bouge. Le commando se livre, dès le premier jour, à une succession d'exactions. Maquisards, hommes, femmes, enfants, il n'épargne personne. Dans l'esprit du national-socialisme, les maquisards font partie, comme le dira Agnelov, de sous-hommes devant être exterminés, n'ayant aucun droit. Et les civils qui osent les soutenir, osent les aider, subiront finalement le même sort.
Dans l'après-midi, les maquisards lancent une contre-offensive. Mais les Allemands, qui ont pris position au point stratégique du village, les attendent de pied ferme. Une contre-attaque va avoir lieu dans la matinée et face à des Allemands dotés d'armes extrêmement performantes et modernes, les résistants vont pratiquement mourir les armes à la main. « 97 résistants vont périr à Vassieux. Les Allemands vont alors s'en prendre aux civils. La plupart ont quitté leur ferme en feu pour trouver refuge dans des grottes nombreuses aux alentours de Vassieux. Mais les hommes de l'Oberleutnant Schäfer ont reçu l'ordre de passer au crible toutes les caches possibles, y compris à la grenade. Suzanne Berthet avait 9 ans. Elle était dans cette grotte avec ses parents. Quelques heures après avoir été blessée par un éclat de grenade, elle aperçoit une nouvelle colonne du commando nazi. Ils nous ont vus et ils sont venus vers nous. Ils nous ont fait sortir de la grotte, les femmes à droite, les hommes à gauche. Et ils ont fusillé mon père. Sans rien demander de plus. Devant nous. Au soir du 21 juillet, le sort de Vassieux est scellé. 72 civils seront massacrés, la quasi-totalité du village est incendiée. Une tragédie qui a pourtant failli être évitée. C'est ce que révèle aujourd'hui l'ancien militaire et homme politique Paddy Ashton, qui a eu accès aux archives britanniques. Je suis aujourd'hui certain que le plan allié était d'atterrir avec des planeurs à Vassieux 24 heures après. Et la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est parce que le temps a tourné à l'orage. Et il n'y a eu qu'une courte fenêtre météo pour pouvoir envoyer des parachutistes. Mais les météorologues allemands ont aussi vu cette fenêtre. Et comme leurs troupes étaient plus près, ils ont pu prendre l'avantage et envoyer une deuxième vague de paras, alors que les Alliés, qui étaient en Afrique du Nord, n'ont pas eu le temps de bouger. C'est une tragédie qui aurait pu être évitée de justesse. Alors que Vassieux sombre, d'autres combats éclatent un peu partout dans le Vercors. 73 ans après, témoignage encore poignant de la brutalité nazie, les ruines du village de Valchevrières. Lieu de sacrifice du lieutenant Chabal, qui reçut avec ses hommes la mission de tenir l'un des seuls points de passage vers le Vercors central, les autres routes ayant été détruites. Ce 22 juillet, dans la chapelle de Valchevrières, ultime bénédiction pour les hommes d'Abel Chabal. Tous conscients que la colonne allemande venue de Saint-Nizier, plus nombreuse, mieux armée, fonce vers leur emplacement. Abel Chabal sait qu'il doit tenir, c'est le verrou. Et déjà, le 22 juillet au soir, la route est minée, les hommes sont en place aux avant-postes et Chabal dit à ses hommes d'être prudents et de faire leur travail de soldats. Ce que Chabal ignore, c'est que des unités de chasseurs alpins allemands, les fameux Gebirgsjäger, ont profité de la nuit pour gagner les sommets et attaquer par le haut. Dès l'aube, ils commencent leur progression. L'état-major du Vercors ne peut fournir à Chabal aucun renfort, faute d'hommes disponibles. Le combat n'a pas encore commencé, mais la compagnie Chabal est déjà encerclée. Le combat dure environ 4 heures. Les avant-postes ont cédé assez rapidement. La section Chabal est 30 fois inférieure en nombre aux Allemands qui sont là. Et Chabal est inquiet parce qu'il y a une butte et il se dit qu'il faut aller garder la butte. Donc il demande à ses hommes de monter. Et les hommes montent mais se retrouvent eux nez à nez avec des Allemands à nouveau. Et les hommes se replient et trouvent Chabal mort. Les Allemands descendent au village, selon des témoignages, boivent beaucoup et avec des grenades incendiaires, incendient le village. Le hameau n'est plus habité, mais les chasseurs alpins allemands ont choisi de brûler chaque maison afin d'empêcher que les maquisards y trouvent refuge. La chapelle a été épargnée parce que le commandant des troupes nazies aurait été un fervent croyant. Et aurait demandé à ses hommes de ne pas incendier la chapelle.
Seule couleur ajoutée de nos jours, au milieu de ces pierres noircies par le feu, le bleu, le blanc et le rouge, là où le lieutenant Chabal est mort ce 22 juillet 1944. Après 2 jours de combat, le 23 juillet, la situation se dégrade sur tous les fronts. 860 maquisards sont morts les armes à la main. Au PC, François Huette ordonne la dispersion. Tous les résistants qui le peuvent vont trouver refuge dans les forêts, à l'abri des Allemands, mais sans aucun moyen de ravitaillement. Les Allemands, ils ont dit à la population, terroristes, capotent, tous capotent, et ceux qui ne sont pas capotes, on va les faire crever par la faim et la soif. Là, il doit en baver, là, hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le Vercors. L'eau est rare dans le Vercors. Il y a beaucoup d'eau dans le sous-sol, mais les sources sont rares. Et les Allemands, qui ne sont pas des imbéciles, ont commencé à contrôler les sources. C'était de bonne guerre, hein. Au lieu de venir nous chercher et avoir des pertes, et effectivement, on n'a pas crevé, mais on a eu la faim et la soif. La faim et la soif, puisqu'on était 3 semaines assiégés, quoi. Et quand il n'y avait plus rien à manger, ben, ils mangeaient quoi? Des fraises de bois, de l'herbe. Il fallait tenir coûte que coûte. Les combats ont cessé, mais l'armée du Reich se livre à une chasse à l'homme sans merci. Le 25 juillet, dans le village de la Chapelle en Vercors, les paras de l'Oberleutnant Schäfer fusillent sur ce mur 16 hommes du village, choisis au hasard. Face à la multiplication des massacres, des médecins d'un petit hôpital de campagne, inquiets, décident de conduire des blessés en sécurité sous le porche de la grotte de la Luire. Une quarantaine de malades, des maquisards, des civils, mais aussi 4 soldats de la Wehrmacht, veillés par 3 médecins dont le docteur Fischer, des infirmières comme Odette Malossan et un aumônier, le père Yves de Moncheuil. Le 27, après-midi, le cri tant redouté arrive, ils arrivent. Ce n'est pas, comme on le dit parfois, des nazis. Il y avait sans doute parmi eux des nazis, mais ce sont des soldats de la Wehrmacht, de la 157e division de réserve. Ce sont des soldats de la Wehrmacht. Les blessés polonais de la Wehrmacht qui étaient ici tentent de s'interposer, ne tirez pas. Ils sont mis à l'écart et les blessés les plus graves sont emmenés et vont être fusillés, vont être tués sur leur brancard. Quant aux médecins et à l'aumônier, ils vont être déportés au polygone de Grenoble. On retrouvera leur corps dans un charnier à la Libération. Les infirmières vont être déportées à Ravensbrück et Odette Malossan, Etty, l'infirmière-chef, n'en reviendra pas. Le 11 août, 20 jours après le début des combats, une équipe de la Croix-Rouge profite du repli de l'armée allemande vers les vallées pour monter à Vassieux. Ils découvrent un village détruit à 97%. L'équipe de la Croix-Rouge qui est montée de Die a vu un spectacle abominable. Dans les champs, les cadavres étaient depuis 3 semaines à l'air libre et surtout, on a pu constater sur place des actes de torture, en particulier les pendus de la mur, 2 résistants qui ont été pendus selon un système assez diabolique, puisque chacun pendait l'autre au fur et à mesure. Cette pendaison a dû durer peut-être plus d'1 heure de souffrance et d'agonie. C'est pour ces atrocités que le Vercors est aussi entré dans la légende noire des exactions du Reich. Longtemps, habitants, historiens ont cherché à comprendre pourquoi l'armée allemande avait fait preuve ici de tant de barbarie.
Beaucoup de facteurs peuvent expliquer la radicalisation allemande dans la lutte contre la résistance. Mais l'une des explications plus certaines, c'est la hausse massive du nombre de tués allemands par le fait des maquisards. Entre janvier et début juin 1944, la 157e division de réserve a eu 30 tués ou blessés par le fait de résistants. Dans les mois qui ont suivi, entre juin et août 1944, la même unité a eu 650 pertes, 133 tués et près de 100 disparus. 3 semaines après la chute du Vercors, le 15 août, le débarquement de Provence a enfin lieu. Les maquisards, qui ont réussi à échapper à la traque, ont pour beaucoup rejoint les troupes débarquées pour participer au combat de libération de toute la vallée du Rhône. Début septembre, le bataillon du Vercors réuni défile même à Lyon, place Bellecour. On a organisé à Lyon une grande journée des défilés des vainqueurs. Donc il y avait les Américains, il y avait les Français qui arrivaient de Provence. Et puis il y avait le Vercors. Les Français étaient fiers de voir des maquisards, parce que qui pour eux avaient un peu sauvé l'honneur, sauvé l'honneur de la France en se battant. Donc on nous a fait défiler, et pour faire croire qu'on était plus nombreux qu'on était nombreux, au principe, on a défilé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on n'en pouvait plus. Mais on était acclamés comme c'est pas vrai. Il y avait un monsieur, une dame à côté de moi, là, qui regardait, qui applaudissait. Je l'ai entendu qui disait à son mari, quand même, hein, ces maquisards, ils défilent moins bien que les Allemands. Mais une question lancinante ne quitte pas ces survivants de la tragédie. Pourquoi les parachutistes prévus par la France libre ne sont jamais arrivés? Le Vercors a-t-il été trahi, oublié, sacrifié? Quand le Vercors a été trahi, c'est un mot très fort, trahi, mais c'est celui qu'il faut employer. Parce que la promesse qui leur a été faite par les Alliés, et en particulier par De Gaulle, n'a pas été tenue. Ils n'ont jamais eu les renforts. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas été renforcés, c'est parce que pour De Gaulle, d'un point de vue politique, il privilégiait un autre plan, le plan Caïman. Avec ce plan, l'armée française devait s'emparer de tout le Massif central. C'était le moyen pour lui que la France joue un rôle plus important dans la libération de son propre pays. Et en termes politiques, pour restaurer le prestige et la fierté de la France, c'était un très bon projet, même si militairement, sa décision s'est avérée terrible pour le Vercors. Trahison, non. Trahison, ça veut dire que délibérément, on livre des gens qui sont censés être de votre côté à l'ennemi. Donc cette accusation ne tient pas. Abandon, on oublie qu'on est dans une guerre. Et ce qui se passe au Vercors, il faut sortir du Vercors pour le comprendre. C'est-à-dire que vous avez dans toute la France, mais aussi en Italie, vous avez des situations analogues, des gens qui, après le 6 juin, prennent les armes, libèrent des morceaux de territoire et attendent une aide alliée qui ne vient pas. Et le problème, c'est que cette aide alliée ne vient pas parce que les moyens alliés, qui d'abord ne sont pas si importants qu'on le pense, sont concentrés pour percer en Normandie, que cette percée va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et donc, on revient toujours à cette carte de la guerre qu'entre le 6 juin et le 25 juillet, l'armée allemande a le temps pour monter des opérations destructrices contre les maquis du Vercors et d'autres maquis. Après-guerre, Vassieux, au même titre que Tulle ou Oradour-sur-Glane, sera cité au procès de Nuremberg. Mais les responsables des massacres, le général Niehoff, organisateur de l'opération Bettina, le général Pflaum, commandant de la 157e division de réserve, Werner Knabe, patron de la Gestapo de Lyon, ou l'Oberleutnant Schäfer, le chef du commando, échapperont tous à la justice. Le général Pflaum ne se présentera jamais devant la justice française. Les juges s'entendront dire qu'il était trop malade pour comparaître, et ils l'accepteront au final. Pour ce qui est de Niehoff, du général qui a vraiment organisé l'ensemble des opérations, mourra en captivité en Russie.
donc ne pourra pas être jugé. Werner Knabe sera déclaré mort et sa mort effectivement maintenant nous apparaît plus que douteuse. Officiellement abattu dans sa voiture sur une autoroute qui n'a d'ailleurs probablement jamais existé en Allemagne. Et quant à Schaeffer, son jugement n'aura jamais lieu et il mourra au début des années 90 sans avoir pu répondre au moindre des crimes. Chaque année, tous les 21 juillet, Vassieux, devenu l'une des 5 communes compagnons de la Libération, se souvient. On sait de quel prix les combattants et les habitants de ces montagnes payèrent leur refus de la défaite et de l'asservissement et l'ampleur des atrocités et des exactions qu'ils eurent à subir en représailles. Anciens maquisards et rescapés honorent la mémoire de tous ces martyrs du Vercors. 639 résistants et 201 civils, dont des familles entières, victimes de la barbarie nazie. Ceux qui sont morts au Vercors ont eu autant d'importance pour la réussite des opérations que ceux qui sont tombés sur les plages de Normandie. Aucun acte héroïque n'est jamais perdu. Leur désintéressement était absolu, mais il faut absolument dire à leurs proches, à leurs familles, que ça n'a pas été pour rien.